La forêt équatoriale africaine est un peu comme un rêve. Elle a passionné des générations de chercheurs, d'aventuriers ou d'expéditionnaires en quête de mystères ou de secrets. L'un des mieux gardés est encore celui du peuple qu'elle abrite, l'incroyable peuple des Pygmées. Leur histoire est fascinante, peut-être par le seul fait que leur origine est encore méconnue. On sait seulement qu'elle remonte à l'aube de l'humanité, et pour mémoire, le premier spécimen d'Homo sapiens sapiens date de 130 000 ans. Les Pygmées considèrent la forêt comme une mère et entretiennent avec elle une relation très intime. Ils en connaissent tous les arbres, toutes les plantes, et vénèrent Zangwa, le grand esprit, auquel ils adressent leurs requêtes sous forme de chants polyphoniques. Eyoka, où vivent Ngonjo et les siens, est un campement d'une trentaine de Pygmées. Ils ne sont plus aujourd'hui que semi-nomades et doivent évoluer au contact de la population congolaise, les Bantous. Mais ils tiennent à conserver un mode de vie ancestral. C'est mon père qui a décidé d'installer notre communauté dans un campement et c'est lui-même qui a décidé de l'implanter dans cette région. À cette époque, moi je travaillais assez loin, au village de Kabo. Mais mon ami Isongo, lui, était là, aux côtés de mon père. Plus tard, à la mort de mon père, Isongo a décidé de transférer le village près de la grande route pour améliorer les conditions de vie du campement. Mais les gens m'attribuent la paternité de ce campement, attestant que je le tiens de mon père. À la fin de mes années de travail au village, je ne voulais pas et ne pouvais pas abandonner ce patrimoine laissé par mon père. Il fallait que je prenne soin des miens et de leurs petits afin qu'ils s'occupent à leur tour avec moi de ce patrimoine laissé par mon père. Alors, c'est vrai que ce patrimoine a d'abord été gardé par Isongo. Mais, moins de 6 ans après ma retraite, j'ai décidé de céder ma maison de Kabo à mes enfants et je suis revenu habiter définitivement dans la forêt. Nous faisons maintenant un peu d'agriculture, nous récoltons régulièrement et ce que je peux dire, c'est que c'est tous ensemble que nous avons relancé la vie du campement comme l'avait fait mon père en son temps. Les Pygmées, en République du Congo, forment une minorité dont la principale caractéristique est d'avoir un mode de vie très différent de celui des Bantous, qui constituent l'immense majorité de la population. Les Pygmées étaient nomades, mais les temps modernes ont restreint la pratique de la chasse et de la pêche. Alors, pour survivre,
Ils sont de plus en plus dépendants des populations bantoues. Mais dès le retour dans la forêt, ils en redeviennent les maîtres et sont capables d'y trouver tout ce qui leur est nécessaire. Leurs connaissances sont sans limite. Pourtant, leur existence même est devenue un combat, dont la première bataille est celle de la reconnaissance. À l'époque de nos ancêtres, les Bantous nous appelaient les Baaka. Et nous, on les appelait les Bilo. Et très récemment est arrivée l'appellation peuple autochtone que nous avons dû accepter comme telle. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus la refuser. On nous a appelés les Moaka. Le supérieur Moaka était appelé Mobala Moaka. Les enfants, eux, on les appelait Ngudo. Nous avons accepté le nom de peuple autochtone et nous en sommes fiers car aujourd'hui, ce nom commence à être connu à travers le monde. L'exploitation des forêts équatoriales est une menace pour l'avenir de ce peuple fragile de chasseurs-cueilleurs. Mais en République du Congo, le chef de l'État veut redonner l'espoir aux Pygmées. Et depuis le 25 février 2011, une loi assure la protection des droits des peuples autochtones. De nombreux groupes ethniques sont en fait appelés Pygmées. Mais le terme est souvent utilisé de manière péjorative et discriminatoire. Si le texte prend en compte les particularités socio-culturelles, son premier article vise justement à l'interdire, en le dénonçant comme une véritable insulte, ce qui donne toute la mesure de la difficulté d'intégration de ce peuple. Mais le nom ne fait pas tout, et il est beaucoup plus délicat de changer le regard que l'on porte sur les Pygmées. Lorsqu'ils vivaient exclusivement dans la forêt, ils n'avaient aucun contact avec les autres ethnies. Et aujourd'hui, on ne les connaît pas, ou très mal, ce qui constitue sans doute le principal obstacle à leur intégration. Protéger ce peuple, c'est avant tout respecter son histoire, et le nom de Pygmée en fait partie. Les petits hommes de la forêt ne se sentaient pas offensés par ce qui les définissait le plus justement après leur nom tribal. Mais le terme de population autochtone leur confère tout de même un statut un peu particulier. Leur présence se confond avec celle de la forêt. C'est Dieu qui a créé la forêt. Nous ne savons pas comment tout a commencé et même nos ancêtres n'ont jamais su comment la forêt était née. En forêt, nous cueillons les cocos, les tubercules que nous vendons pour améliorer un peu notre quotidien. Les femmes vont, elles aussi, en forêt pour faire la cueillette afin d'acheter de la farine de manioc, le sel, l'huile de palme pour préparer et servir le repas à toute la famille. C'est de cette manière que nous subsistons aujourd'hui grâce à la forêt. Et tous les jours, on refait la même chose. Il y a beaucoup de réalités de la forêt. Par exemple, tu peux y rencontrer des animaux féroces. Lorsque nous sommes à la cueillette du coco, tu peux souvent te retrouver face à un serpent. Alors tu fuis. Et il fuit en fait autant. C'est comme pour le gorille. Tu pousses des cris, wouh, wouh, wouh. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à poursuivre ton chemin. Ce n'est pas leur seule difficulté à se procurer des ressources vivrières qui remettent en question l'existence même des Pygmées, mais bien le contact aujourd'hui permanent qu'ils entretiennent avec la ville, où tout semble bien plus simple que les règles de vie que leur impose la forêt. La localité de Pokola, dans le département de la Sangha, borde les territoires traditionnels des Pygmées. Cette situation a permis au gouvernement congolais d'y expérimenter ses récentes lois en faveur des populations autochtones.
Depuis son indépendance en 1960, le pays a connu une forte croissance. Les travaux de modernisation des infrastructures vont bon train. Et désormais, dans cet état de 4,5 millions d'habitants, on vit de mieux en mieux. Les Pygmées bénéficient par là même de ce programme. Pokola, au cœur de la forêt, est une localité modèle pour ses dirigeants qui ne perdent pas une occasion de le rappeler. La ville de Pokola a 12 010 habitants à ce jour. Et parmi ces 12 010 habitants, nous comptons les 12 départements du Congo. Nous avons près de 23 nationalités au niveau de Pokola. 23 nationalités au niveau de Pokola. Et dans les 12 départements du Congo, vous avez aujourd'hui le peuple autochtone, dont le pourcentage peut s'élever à 2 à 3% au niveau de la ville de Pokola. Voilà pourquoi, en tant qu'administrateur maire, il s'agit pour moi d'une préoccupation. La préoccupation, c'est laquelle? C'est de faire de sorte que, aujourd'hui, vous savez, Pokola, d'abord, pour tout commencer, vous dire que la vision de maire que je suis, c'est de faire de Pokola une ville écologique. Une ville écologique, étant entendu que CIB est ici, la grande société forestière, et aujourd'hui, nous devons faire de sorte que Pokola soit cette ville écologique. Voilà ma vision, voilà ma percée. Ville propre, ville écologique. Et là-dedans, la présence du peuple autochtone, pour moi, est capitale. Capitale pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont là comme gardiens de la forêt, comme ceux-là qui détiennent le secret même de l'écologie. Et aujourd'hui, nous avons pris des dispositions, c'est de faire de sorte que nous puissions réellement les intégrer avec la population bantoue. Pokola est en pleine expansion. Et elle doit ceci à l'implantation sur son territoire de la CIB, la Congolaise industrielle des bois. Après celle des hydrocarbures, l'exploitation forestière au Congo représente aujourd'hui une part importante des exportations du pays, dont la surface est à près de 60% couverte de forêts, pour un total de plus de 20 millions d'hectares. L'objectif global de la République du Congo est d'assurer son développement sur la base de la gestion durable des ressources forestières et fauniques. De cette volonté est donc née progressivement l'idée d'appliquer à l'exploitation de type minier du massif forestier, telle qu'elle avait été conçue jusqu'alors, une norme environnementale que l'on nomme plan d'aménagement durable et qui comprend 3 volets: économique, social et écologique. Le bois n'est pas coupé n'importe comment en forêt. Et le bois est coupé sur une base de critères particuliers qui sont suivis et qui sont respectés. Le plan d'aménagement prévoit un diamètre minimum d'aménagement qui dit au-delà de ce diamètre, on ne peut pas couper. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut laisser l'arbre sur pied à un certain niveau de diamètre pour qu'il puisse continuer de régénérer et par système de phénologie dispatcher ces graines qui vont assurer la régénération et la reconstitution d'autres essences de la même espèce qui vont pouvoir grandir dans la forêt. La régénération est naturelle. Ici, nous n'avons forcément pas besoin de reboisement. Nous n'en sommes même pas au tiers du potentiel de cette forêt exploitée. Donc, d'où la raison qui est de préserver sur le long terme. En fait, nous exploitons peut-être la forêt, mais en fait, quelque part, nous sommes aussi des aménagistes. Nous sommes des gestionnaires durables de ces forêts du Nord Congo. Dans ses démarches de certification au regard de la communauté internationale, la Congolaise industrielle des bois a aussi dû introduire une dimension humaine, en imposant un certain respect à l'égard de la communauté des Pygmées. Aujourd'hui, ses dirigeants affirment qu'elle pourrait difficilement répondre aux exigences environnementales actuelles sans leur aide.
Ce sont les pygmées, par exemple, qui sont chargés de certaines tâches essentielles dans la vie de l'entreprise. Ainsi, leur grande science les a tout naturellement désignés pour participer au processus d'identification des essences et à l'aménagement forestier. La CIB a aussi une vocation sociale interne pour ses employés, n'est-ce pas? Et elle a aussi une vocation sociale externe pour les populations locales riveraines et notamment les populations autochtones qui vivent dans nos concessions. Et à travers ces engagements, il y a un engagement clair de maintien du niveau de vie décent de ces populations. Un engagement à fournir un certain nombre de services collectifs, notamment les services de soins médicaux, à ces populations pour qu'elles puissent parer à leur subsistance, à leur vécu quotidien. Il y a aussi un engagement de respecter les droits d'accès de ces populations à la forêt, qui est d'abord leur coin d'habitation, leur zone d'habitation, leur lieu de subsistance, de manière à ce qu'on puisse respecter dans notre dispositif d'exploitation, par notre dispositif de cartographie sociale, les éléments clés de subsistance de ces populations qui leur permettent de vivre, comme par exemple certains arbres, comme des sapéliers à chenilles, qui sont leurs outils clés de subsistance. Elles ont un savoir-faire forestier, de maîtrise des essences, que ce soit les essences ligneuses et non ligneuses, existantes, qui peuvent nous permettre de mieux maîtriser notre processus de production et d'optimisation et de valorisation de ces essences. Elles ont aussi une connaissance inégalée de la forêt pour aborder d'autres aspects comme les aspects de gestion de faune. Notre code forestier est clair à définir clairement. Le peuple autochtone a ses droits en tant qu'habitant ou bien de la forêt, il a ses droits. Vous prenez ma ville Pokola aujourd'hui, vous allez visiter les peuples. Demain, vous aurez la chance d'aller en dehors de Pokola, un peu dans les environs, visiter la population autochtone. Vous allez voir, ils sont contents parce qu'aujourd'hui, même si la CIB, qui est exploitant forestier ici à Pokola, coupe le bois, mais ils respectent leurs droits parce qu'avant de le faire, c'est en concertation avec cette population. Il y a ce qu'on appelle les arbres sacrés. La CIB ne les coupe pas chez moi. Vous avez les arbres qui produisent des chenilles. La CIB aujourd'hui, vous êtes dans la cellule d'aménagement, vous avez des textes, comme j'ai dit, les techniciens qui sont peuples autochtones. La cellule d'aménagement travaille avec eux. Dans le plan d'aménagement, il y a des arbres que les peuples autochtones se reconnaissent. Ça, c'est un arbre sacré, ça, c'est un arbre qui produit le miel, ça produit des chenilles, et ces arbres ne sont pas coupés par la CIB. Les pygmées ne possèdent pas de langue propre, même si certains croient à une langue commune ancienne ou une langue secrète. Il est plus probable qu'ils aient, tout au long de leur histoire, adopté la langue de leurs voisins. Aujourd'hui, dans cette région du Nord Congo, ils pratiquent celle des Bantous. Pour intégrer durablement ce nouveau monde, les pygmées doivent désormais emprunter de nouveaux chemins. Ils partent du principe qu'ils sont tout autant congolais que les Bantous, acceptent le changement imposé par la vie moderne et sont bien décidés à faire valoir leurs nouveaux droits. Nous sommes très différents de nos aïeux. Par exemple, aujourd'hui, il faut que nous envoyions tous nos enfants à l'école puisque les Bantous se moquent de nous. Ils nous traitent d'idiots car on peut donner ton bulletin de paye à quelqu'un d'autre ou bien te voler de l'argent sans que tu ne le saches ou comprennes pourquoi. Cette situation nous a énervés et c'est pourquoi nous avons décidé d'envoyer nos enfants à l'école. Comme ça, on ne pourra plus nous tromper et puis de cette façon, nous serions mieux reconnus à l'avenir.
Le taux de scolarisation est excellent au Congo, qui est le bon élève de l'Afrique centrale. Mais ce taux, qui avoisinait les 100% il y a encore quelques années, a un peu régressé, ce qui résulte de l'arrivée dans les statistiques des nombreux pygmées qui peuplent désormais les villes et les villages du pays. Avec le soutien d'ONG, des écoles exclusivement réservées aux pygmées voient le jour. Mais les instituteurs doivent s'adapter à une réalité parfois surprenante. Dans la classe telle que moi, dans ma classe, les enfants, j'ai des enfants de 6 à 8 ans, voire même 10 ans. Mais en venant à l'école, sa maman va au champ, la maman lui donne le bébé pour qu'elle vienne avec le bébé à l'école. Donc, dans la classe, l'enfant est dans la classe avec le bébé. Donc, pour bien travailler, c'était un peu difficile. Encourager les pygmées semi-nomades à fréquenter l'école, c'est leur offrir la possibilité de communiquer efficacement avec le monde extérieur et de valoriser leur science de la nature. Pour faciliter leur apprentissage, les cours dispensés par des enseignants bantous et pygmées aux enfants de la forêt ont été adaptés au monde d'où ils viennent. Nous avons nos méthodes à nous. Nous avons nos méthodes à nous par rapport à leur culture. Soit le français. En français, on instaure les dialogues avec leur culture de la forêt. Donc c'est pour cela que nos méthodes sont par rapport à leur culture. On a des dialogues qui concernent les huttes, les forêts, les cueillettes, la cueillette de chenilles, la cueillette de péquets, la cueillette de ce qu'ils font dans la forêt là. Donc nous travaillons par rapport à ça. L'État, satisfait des résultats obtenus par les enseignants volontaires et les bénévoles internationaux, reste encore trop à l'écart. Le bénévolat a ses limites et la situation demeure précaire. Le risque de voir la structure scolaire mise en place peut s'effondrer à tout moment. Alors, chaque année, des demandes de titularisation des enseignants sont adressées au ministère de l'Éducation. Mais l'accès à cette titularisation n'est pas évidente, car ces volontaires ne remplissent pas toujours toutes les conditions. Le volontarisme et l'imagination dont font preuve ces apprentis enseignants forcent le respect, mais tout être humain a ses limites. On fait seulement le maximum. Bon, si on regarde l'enfant, on prend la main, fait comme ça, l'enfant fait comme ça. Si les doigts touchent ici, là, il a encore 6 ans. Bon, maintenant, s'il a 7 ans, il peut passer un peu. Ça peut passer. Donc là, quand ça passe comme ça, là, on imagine. Donc là, il peut avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, au fur et à mesure. Les pygmées ont des règles bien à eux, et celles du monde extérieur leur échappent parfois. Depuis toujours, ils vivent au rythme des cycles naturels de la forêt, et c'est la nature qui leur a dicté des repères temporels que seuls parviennent à comprendre. Pour les Congolais, ce mode de vie a été un véritable choc des cultures. Un garçon de 10 ans, il est indépendant. Et une fille de 10 ans, 12 ans, il est indépendant. Donc quand la maman revient de la forêt, l'enfant doit chercher de quoi manger lui-même. Donc quand il vient à l'école, au retour à la maison, quand il demande à manger à maman, maman dit, moi je ne peux pas, tu es déjà assez grand, tu peux aller chercher de quoi manger. Donc les années passées là, les enfants ne venaient plus à l'école à cause de ça. On a demandé pourquoi vous ne venez pas à l'école. Oh madame, si je viens à l'école, au retour, qu'est-ce que je vais manger? Maman ne me donne pas à manger, il faudrait que j'aille chercher à manger moi-même.
Il fallait qu'on parte parler à leur maman, c'est pas ça. Il est encore enfant. Quand tu prépares, tu lui donnes de quoi manger pour qu'elle parte à l'école. Mais les mamans ont compris maintenant, là, ils donnent maintenant à manger à leurs enfants. Mais auparavant, ce n'était pas ça. L'activité des populations pygmées se limite à la résolution du simple problème de leur alimentation. Ils vivent au jour le jour, sans penser au lendemain. Dans la forêt, on ne fait pas ou peu de provisions, puisque la nature satisfait les besoins de façon régulière. De la même manière, ils n'ont pas pour coutume d'accumuler des ressources qu'ils savent pouvoir reconstituer au moment où cela s'avère nécessaire. Une répartition en fonction du sexe intervient dans l'exécution des différentes tâches, mais rien n'est figé. La chasse est réputée virile, alors que la pêche et la cueillette sont plutôt le domaine des femmes. Mais il est fréquent qu'au sein d'une famille, chacun participe à toutes les activités pour obtenir une meilleure récolte ou une pêche plus abondante. La parité est née de la simple nécessité. Les Pygmées considèrent la pluie comme une alliée. Lorsqu'elle s'éloigne, tout se remet à fleurir ou à croître, et elle constitue un élément essentiel de la vie en forêt. Cette communion avec le ciel ne lui confère pourtant pas de caractère sacré, et aucun dieu ne règne dans le monde des Pygmées. L'absence de religion est un motif supplémentaire de quitter la forêt sans regret. Seuls les hommes qui habitent dans ce milieu ont le droit de décider du lieu qu'ils souhaitent occuper. Aujourd'hui, nos enfants ne pensent pas revenir un jour en forêt. Un jour, ils ont découvert un autre monde et ont par la suite grandi dans ce nouveau monde. Ils ne sont donc plus rattachés aux traditions puisqu'ils vont à l'école publique et de ce fait, ils perdent vite la maîtrise de la forêt. À moins que nous les anciens les initions à nos traditions. Mais pour l'instant, les enfants imaginent ne plus rien avoir à faire en forêt. Le phénomène est nouveau, et à Ayoka, on ne l'avait pas envisagé. Vivre en forêt nécessite bien plus que de simples règles. C'est un art de vivre, et si un maillon vient à lâcher, c'est l'existence même de la communauté qui est affectée. Le départ de ces jeunes membres remet en cause la vie de ceux qui restent dans ce milieu hostile et contraignant. En forêt, la peur existe. Et donc, tu ne peux pas vivre seul dans la forêt. Si tout le monde quitte la forêt,
tu devras alors toi aussi la quitter. Et si tu ne peux plus retourner à cet endroit, très vite, il redeviendra invivable. Le problème majeur qui se pose aux pygmées réside dans leur accès désormais restreint aux zones de chasse. Les déboires de ce peuple, qui déambulait librement dans la forêt, ont commencé avec le braconnage, qui l'a privé d'une part importante du gibier qu'il avait coutume de chasser. La faune n'échappe pas au ravage du pillage à laquelle la forêt est désormais soumise. Les forêts du Nord Congo abritent une multitude d'espèces animales. Leur situation géographique et le climat humide dont elles bénéficient procurent l'abondance et contribuent à la variété de cette faune. En l'état actuel des connaissances sur le potentiel biologique, ces forêts comptent 280 espèces de mammifères, 183 espèces de reptiles sur les 275 qui existent en Afrique, 850 espèces d'oiseaux et 542 espèces de poissons, dont 96 sont endémiques. De nombreuses espèces animales assuraient la dissémination et la fructification de beaucoup d'espèces végétales, dont certaines ne peuvent germer qu'après avoir transité dans l'estomac de certains animaux. Le braconnage a rompu l'équilibre. Le classement de certaines forêts en parcs naturels nationaux, seul moyen de lutter contre lui, a poussé les pygmées hors de leur territoire et provoqué l'exode qui les a précipités dans les rues de la ville, alors que personne n'y était véritablement préparé. Hier, ils étaient loin. Aujourd'hui, ils font partie de la ville de Pau. Ils sont dans un quartier, le quartier qui s'appelle Pété. Ils sont dans un quartier et nous avons réuni certaines conditions pour qu'ils ne se sentent pas frustrés. Et aujourd'hui, il y a cette synergie. Vous voyez, donc, nous avons commencé par l'intégration dans le milieu travailleur avec la CIB. Tous ceux qui travaillent à la CIB ont les mêmes conditions que les Bantous. Ils vivent dans les quartiers populaires. Sitôt qu'ils arrivent en ville, le rituel des jeunes pygmées change. Pour les jeunes filles, terminer la cueillette matinale, remplacée désormais par des heures de coiffure. Dans les quartiers de Pokola, où cohabitent Bantous et Pygmées, pour l'heure, on s'observe. Les enfants sont majoritaires, puisqu'ils doivent aller à l'école. Les adultes, eux, quittent la forêt à tour de rôle pour assurer une permanence auprès de ces enfants. Cette organisation nouvelle n'est pas simple dans une communauté en profonde mutation. Pour un pygmée, le monde de la ville est bien étrange et les règles qu'il impose sont difficiles à cerner. Les choses les plus simples deviennent de véritables obstacles que seul le temps parviendra à abattre. Une des priorités que nous avons prises, c'est de faire de sorte que nous puissions aider les peuples autochtones en ce qui concerne l'état civil. Et avant même que le gouvernement ne prenne des mesures sur la gratuité des actes administratifs, la première disposition que nous avons prise chez nous ici à Pokola, c'est de faire de sorte que nous puissions délivrer les actes de naissance au peuple autochtone, en respectant bien sûr la loi. Aujourd'hui, il est question, nous allons vers eux et on les a sensibilisés, et ils nous donnent les références et nous nous rapprochons, le maire, la mairie, de monsieur le procureur de la République
pour obtenir les réquisitions. Et nous sommes allés même très loin. Pour tous ceux qui travaillent à la CIB, aujourd'hui la majorité, on les a fait immatriculer aussi à la CNCS pour bénéficier demain de leur pension de retraite. Les pygmées du Congo seraient environ 50 000, si l'on en croit le dernier recensement national qui date de 2007 et qui inquiète lorsqu'on le compare à des chiffres plus anciens. Les pygmées auraient été plus de 300 000 sur les mêmes territoires. Dans de nombreuses régions, ils vivent encore trop souvent dans un état de pauvreté avancé que les autorités elles-mêmes ont su reconnaître, ce qui constitue un premier pas vers l'amélioration. Les pygmées apprécient les efforts faits par le pays et par la ville de Pokola, qu'ils considèrent comme accueillante et où un avenir semble possible. La forêt s'éloigne peu à peu et les rêves la remplacent. Les plus jeunes sont entrés désormais dans la voie sinueuse de l'intégration. Ma famille s'est retrouvée ici à Pokola grâce à mon grand-père. Il était venu chercher du travail dans cette ville et a donné naissance à mon père. Moi, je suis né et j'ai grandi dans la région. Nous provenons tous de la forêt et nous avons sillonné tous les sentiers de cette forêt. Notre grand-père a jugé plus sage de venir chercher du travail à la CIB, où il a été retenu comme ouvrier. Et aujourd'hui, nous habitons tous ici à Pokola. Nous sommes allés à l'école grâce à la Fondation Frédéric. Là-bas, on nous a formés jusqu'à nous retrouver aujourd'hui à l'école publique au primaire. Aujourd'hui, je suis en classe de CM2 et l'année prochaine, je pense partir au collège. À 22 ans, Paul se rend tous les matins à l'école primaire. Et aujourd'hui, c'est lui, le jeune pygmée, qui dirige la cérémonie quotidienne de levée des couleurs. Une situation qui paraissait inimaginable il y a encore quelques années. Attention pour la montée des couleurs. La République du Congo. La République du Congo. Tous ces jeunes vivent un changement profond dans l'histoire de leur pays. Et chacun sait, ici, que l'intégration de la population pygmée est un processus incontournable sur le chemin de l'avenir. Au début, quand nous avons intégré le village, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, principalement des difficultés liées à l'alimentation. Ici, il fallait avoir de l'argent pour acheter à manger. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Nous avons maintenant plus de moyens et de la famille, chacun est capable d'acheter ce dont il a besoin. Mais auparavant, l'argent était difficile à gagner, car pour en avoir, il fallait travailler et travailler dur. La route est encore longue. Les premiers pygmées qui se sont installés à proximité des villes étaient victimes du mépris et des moqueries de la population,
comme c'est d'ailleurs toujours le cas dans de nombreuses régions de l'Afrique centrale. La loi décrétée au Congo est encore unique et représente une lueur d'espoir pour l'ensemble de la communauté. Les Pygmées peuvent désormais prétendre à du travail, à l'éducation et aux soins. Les Bantous ont quant à eux compris que les Pygmées ne sont pas les êtres inférieurs que laissait supposer leur petite taille, et que la cohabitation est possible, et même utile. Les Pygmées ont la science de la forêt à partager. Maintenant, je peux dire que la vie est plus facile, car aujourd'hui, je peux aller chercher à manger de la forêt, puisqu'elle est et restera le réservoir pour nous tous. Je peux aller chercher des aliments de la forêt et venir les échanger ici au village et donc acheter d'autres aliments avec l'argent que je vais gagner. La forêt et la ville sont vraiment deux mondes distincts. Les rues de Pokola sont un peu comme un pont tendu entre les deux mondes des Pygmées. Bisso na Bisso, qui se traduit en français par « entre nous », est quant à elle la voix qui rassemble. Cette radio communautaire est la première du genre dans la région, et 150 heures par mois, à travers les 200 éléments qu'elle produit, elle permet aux populations locales, Pygmées et Bantous, de mieux se connaître. Tous ces animateurs sont des reporters communautaires de la région, formés par la radio, elle-même soutenue par la Congolaise industrielle des bois. Les émissions de Bisso na Bisso parviennent à des milliers de personnes qui vivent dans la forêt dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de Pokola. La CIB, qui contribue à la bonne santé économique de la région, s'avère ainsi être un outil efficace d'intégration et de mixité des deux communautés. Les autochtones commencent également à avoir une place importante au sein de la CIB. Ils sont de plus en plus nombreux à y travailler. C'est mon cas par exemple. Je travaille pour la CIB, je manipule l'ordinateur. Mais il y en a beaucoup qui travaillent à la scierie et ils travaillent à la scierie aux côtés des Bantous. Tout ce que la CIB fait du social ici, ce n'est pas la CIB qui veut le faire. Je dis, nous prenons la CIB aujourd'hui comme une entreprise citoyenne parce que c'est l'entreprise qui respecte réellement la loi. Et il y a les accords d'établissement, il y a le code forestier, il y a les conventions, il y a les orientations du gouvernement dans le cadre du social. Et surtout que la CIB est allée maintenant vers une certification FSC et la CIB respecte les engagements pris auprès de la population, auprès du gouvernement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la CIB c'est une entreprise citoyenne. Mais ce n'est pas la CIB qui travaille en lieu et place de l'État, mais c'est l'État. Et la CIB est pour nous comme un partenaire, mais un partenaire correct parce qu'il respecte la loi, il respecte les engagements, il respecte la convention, il respecte le code forestier, il respecte tout ce que la certification FSC a demandé comme exigence. L'avenir du peuple des Pygmées est intimement lié aux pratiques des grandes entreprises qui exploitent leurs forêts. Et il passe par les mesures prises pour leur préservation. Le gouvernement congolais conduit un vaste programme d'encadrement des concessions forestières,
dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de gestion durable. À Pokola, la Congolaise industrielle des bois joue le jeu et s'efforce d'intégrer les aspects socio-économiques aux réalités du commerce. Ici, l'objectif n'est pas seulement la bonne gestion des ressources. Le sort des Pygmées est en jeu. Pendant que le Congo joue son avenir économique à partir de sa forêt, les petits hommes s'efforcent d'y demeurer et de profiter de ce qu'elle peut encore leur offrir. L'objectif, c'est de dire qu'on respecte les principes du Forest Stewardship Council dans la gestion au quotidien de nos forêts. Et nos certificats sont validés et sont sanctionnés par un processus d'audit qui est en place chaque année depuis que ce processus est en cours. Là, on vient de finaliser, n'est-ce pas, le dernier audit qui a sanctionné encore positivement nos certificats pour Kabo Pokola et pour l'unité forestière d'aménagement de Nulungu sur 3 ans. À travers ce processus et à travers les plans d'aménagement, nous avons des procédures pour la traçabilité et le suivi du bois, de la coupe en forêt jusqu'au produit fini, comme vous allez le voir dans les scieries. À force de volonté, le gouvernement congolais, les organismes de contrôle et les exploitants forestiers peuvent aujourd'hui produire les premiers signes de changement positif qui résultent de la prise de conscience du problème des Pygmées. La forêt protégée, un vrai système d'éducation en place, une meilleure connaissance des traditions de ce peuple timide, permettent d'envisager son avenir, même si leur situation demeure inquiétante dans de nombreuses régions d'Afrique, où ils commencent à revendiquer une reconnaissance véritable de leurs droits. À Pokola, les plus jeunes savent lire, écrire et compter suffisamment pour combattre l'exclusion et l'abus dont ils ont été longtemps victimes. Il faudra du temps pour qu'ils atteignent le niveau de vie des Congolais, mais l'espoir existe et les plus optimistes espèrent même que des représentants pygmées puissent siéger prochainement au sein du Parlement. Pour la grande majorité d'entre eux, le simple fait de pouvoir venir vendre les produits de la forêt sur le marché serait déjà une grande victoire. L'argent gagné permettrait d'abattre encore quelques obstacles, alors même que dans les champs, beaucoup d'entre eux continuent de travailler contre une étoffe ou 1 litre de vin de palme. Chez nous au Congo, la loi promulguée par le chef de l'État résume tout. Le peuple autochtone a sa place. Mais ne prenons pas le peuple autochtone comme un éléphant, comme un gorille. C'est une personne humaine. Il a droit aussi à beaucoup de choses. Aujourd'hui, lorsqu'on l'intègre, pourquoi on dit qu'il doit rester en forêt? En forêt, c'est quoi? Est-ce que c'est un animal? Mais c'est une personne. C'est une personne. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'on reste au fin fond. Ils ont le droit de voter, ils ont le droit de se soigner, ils ont le droit d'être scolarisés. Nous pensons que les traités comme les gorilles, comme les chimpanzés en forêt, je crois que ça c'est mon point de vue, je crois que ce n'est pas normal. C'est des personnes, même comme nous, ils ont droit à ce que nous avons comme droit aussi. Ils doivent bénéficier des mêmes avantages. Mais aujourd'hui, je crois qu'au Congo, ils ont leur tradition qu'on n'a pas, je fais allusion, voilà, on n'a pas mis ça de côté. Et aujourd'hui, il serait anormal de penser que le peuple autochtone, c'est l'homme qui doit être au fin fond de la forêt comme un chimpanzé. Je crois que non. C'est une personne humaine et la personne humaine est sacrée. Les premiers écrits attestant de l'existence des Pygmées datent d'il y a 5000 ans. Et quelques décennies ont suffi pour que naisse la crainte de voir disparaître ce témoignage vivant
de l'histoire de l'humanité. Les Pygmées continuent leurs allers-retours entre deux mondes. Moi, je suis toujours là. Aujourd'hui, il y a de grandes personnalités qui viennent régulièrement ici. Le campement est connu depuis longtemps, mais nous avons toujours besoin de nourriture comme du riz. Alors aujourd'hui, quand de grandes personnes viennent nous rendre visite, eh bien nous sommes contents car on sait que l'État est en train de valoriser notre milieu. Le soir tombe. Une procession de petits hommes regagne la forêt. Sous sa protection, ils n'ont rien à craindre et peu leur importe que les arbres soient des géants. Un poème pygmée dit « Pygmée, oui je suis pygmée, né en Afrique centrale, aîné de l'Afrique centrale, nain d'Afrique, oui, je reste pygmée. »